Un vendredi soir à Thimphu. Dans la capitale endormie de ce pays très pieux, Novin et ses amis s'apprêtent à donner un concert. Mais rien de traditionnel. Le groupe fait dans le thrash metal. Le thrash metal, un style de musique très marginal au Bhoutan. Confidentiel même. Rocker, mais pas rebelle. Ces musiciens sont pourtant connus ici pour avoir écrit une chanson au message très inattendu pour un groupe de métal. Cette chanson est un message pour le bonheur. On croit que les paroles peuvent convaincre les gens qu'on peut être heureux avec le peu que l'on a. On doit se satisfaire de ce que l'on a. Un principe que le groupe s'est appliqué à lui-même. Malgré la difficulté de trouver au Bhoutan des instruments de musique modernes et un label, ils ont réussi à tourner un clip digne des standards occidentaux pour leur titre phare, Happiness, bonheur en français. Qui sait, si on a la chance de jouer en Europe ou aux États-Unis, on aimerait expliquer et diffuser le message du bonheur. Ce message du bonheur ne sort pas de nulle part. C'est la devise officielle de l'État bhoutanais. Ici, les autorités sont allées jusqu'à remplacer le produit national brut par le bonheur national brut. Un concept étonnant, unique au monde. Le Bhoutan, un petit pays de la taille de la Suisse, peuplé d'à peine 800 000 habitants. Coincé dans l'Himalaya entre les deux géants indiens et chinois, sa position géographique l'a isolé du reste du monde pendant très longtemps. Sans grandes ressources, à part l'hydroélectricité, essentiellement rurale, le Bhoutan compte parmi les pays les plus pauvres de la planète. Pour faire oublier cette dure réalité, le pouvoir met en avant depuis quelques années son propre instrument de mesure du développement, le fameux bonheur national brut. Un concept original promu par le jeune roi Jigme Wangchuk. En fin de compte, à part la paix, la sécurité et le bonheur, nous n'avons rien. C'est l'essence même de la philosophie du bonheur national brut. En 2008, le roi inscrit même le bonheur national brut dans la Constitution. L'accent est mis sur la préservation de la nature, sur l'agriculture biologique aussi. Grace est une jeune entrepreneuse. Elle a ouvert récemment un restaurant bio dans la capitale. Et si tu as une bonne santé, tu auras une vie heureuse. Le BNB, c'est aussi la préservation des traditions culturelles, parfois folkloriques, comme ce village à la gloire du phallus triomphant. J'en vends entre 10 et 15 par mois. Et parfois, je vends les très grosses. Dans ce pays encore très fermé, aux traditions bouddhistes ancestrales, les Bhoutanais n'ont découvert le téléphone portable qu'il y a une dizaine d'années. Les images de ce pays sont très rares, car pour y introduire une caméra, il faut montrer patte blanche. Si le Bhoutan s'ouvre peu à peu au tourisme, et plus globalement à l'influence occidentale, le poids de la culture traditionnelle demeure pesant. Devant mes parents, je m'habille décemment, mais quand je suis avec mes amis, je peux m'habiller comme je veux. Poids des traditions, mais aussi poids des interdits d'État. Ici, la vente de tabac est punie par la loi, et ceux qui l'enfreignent risquent gros. On doit payer une amende. Ils nous retirent notre licence en plus. Même interdiction, un jour par semaine, pour l'alcool. Bonjour, je peux avoir une bière ? Non, Pourquoi ? pas de vente d'alcool aujourd'hui. Un bonheur au contour strictement défini par l'État et construit sur le dos des ouvriers indiens qui s'échinent sur des chantiers à haut risque. On est pauvre. Si on ne travaille pas, on meurt de faim. Pays profondément bouddhiste, le Bhoutan compte 10 000 temples et monastères. Des lieux de prière, bien sûr, mais aussi pour beaucoup de délinquants, l'école de la dernière chance.
Si on avait continué comme ça, on aurait pu finir en prison ou tué. Sinon, il y avait le monastère. Le Bhoutan, ou le pays de tous les contrastes, de toutes les contradictions. À se demander si ce bonheur national brut ne serait pas qu'un leurre pour masquer la pauvreté du pays. C'est quoi le bonheur intérieur brut? Je ne sais pas du tout. Voyage insolite au royaume prétendu du bonheur. Deux semaines avant le concert de Novin à Thimphu, nous le rencontrions dans de toutes autres circonstances. Ce jour-là, à l'aéroport de Paro, le rocker nous montrait un visage bien différent. Bienvenue au Bhoutan. Merci. Je suis ravi de vous rencontrer. Rocker la nuit, Novin est guide touristique le jour. Et comme tout fonctionnaire au Bhoutan, il a l'obligation de porter le go, l'habit traditionnel local, équivalent du kilt écossais. Et on doit respecter le programme au jour le jour? Oui. On peut pas le changer? Non, on peut faire des changements, mais il faut prévenir 2 jours à l'avance. Donc j'espère que le programme vous conviendra. L'accueil est réellement chaleureux, mais le ton est donné. Au Bhoutan, il est impossible de voyager librement. Bienvenue au Bhoutan encore. 1 heure de route jusqu'à la capitale Thimphu. Le temps de bien comprendre qui dirige le pays. Dans un culte de la personnalité d'un autre âge, les souverains s'affichent en 4x3 à tous les coins de rue. Seul ou avec son fils, le couple royal est partout et fait l'objet d'une véritable vénération de la part de ses sujets. Un statut de demi-dieu vivant, savamment entretenu par le pouvoir. L'une des dernières apparitions filmées du roi remonte à octobre 2011. Ce jour-là, Jingmei présente au peuple la future reine, son épouse Jetsun Pema, une roturière de 21 ans. Pour l'occasion, 50 000 Bhoutanais se sont réunis dans l'espoir d'approcher le couple royal. Restez assis, je vous en prie. Comment ça va? Je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Je suis très content de vous voir en ce jour. Si le souverain se veut très proche du peuple, il ne parle quasiment jamais à la presse. Le bref échange qui suit est un des seuls qu'il ait eu avec des journalistes depuis son arrivée au pouvoir. Vous êtes heureux? Vous êtes marié? Non, je ne le suis pas. Vous devriez essayer. Il y a une lune de miel? Où allez-vous en lune de miel? Oui, bien sûr. Mais dans le pays, dans toutes les régions, pour rencontrer les gens. Je dois remercier tout le monde pour leurs vœux. Félicitations. Merci. Une gentillesse apparente et une proximité qui ravissent ses sujets. Sa Majesté le roi aide et conseille les gens de son peuple. Il leur permet même de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Il est vraiment bienveillant, c'est un roi extraordinaire. Cette ferveur populaire, on la retrouve dans les boutiques photos de la capitale. Au milieu des représentations des Bouddhas, lamas et autres Rinpoché, les photos du couple glamour trônent en bonne place. Et est-ce que vous avez des photos du roi? Vous en avez plusieurs ou seulement celle-là? Celle-là? Ah, celle-là, elle est belle aussi. Telles des divinités en chair et en os, les souverains sont proposés à la vente, à tous les prix et sous tous les formats. Et beaucoup de gens en achètent? Oui. Des dizaines de photos à la gloire de la famille royale que l'on paye avec des billets à l'effigie du roi, bien sûr. 1,30 €, s'il vous plaît. Des photos telles des icônes et des sourires de façade, qui masquent une réalité moins rose, notamment pour la presse. Ici, les médias locaux sont quasi inexistants et aucune critique du pouvoir n'est tolérée. Quant aux journalistes étrangers comme nous, tout n'est pas permis, loin de là. Nous avons mis 2 mois à obtenir un visa. Notre présence est tolérée, mais pas question de filmer ce qui pourrait nuire à l'image du pays. Notre activité sur place est contrôlée, suivie à la trace même. En quittant la capitale, nous devons nous arrêter à un poste de contrôle. Novin, notre guide rocker, doit impérativement faire tamponner notre visa à l'arrivée de chaque grande ville.
Un programme préétabli longtemps à l'avance qu'il faut respecter à la lettre. Au Bhoutan, l'improvisation n'est pas autorisée. Quelques kilomètres plus loin, autre checkpoint, autre coup de tampon. C'est bon? Pas de problème? Non. C'est pour la sécurité des invités et des gens d'ici. Ils ont les informations sur les véhicules et sur quelle route ils sont. Donc s'ils devaient les chercher, ils savent précisément où ils sont. Un discours officiel bien rodé pour une surveillance en bonne et due forme. Une surveillance et un accompagnement qui a un coût pour le voyageur. 250 $ par jour, hôtel et repas compris. Inclus aussi dans le prix une taxe de 65 $ pour financer l'éducation et la santé des Bhoutanais. Durant notre visite, le gouvernement nous a prévu une escale dans une école primaire. Ici, le bonheur s'apprend dès le plus jeune âge. La directrice de l'école, Choki Dukpa, applique à la lettre le concept d'État du BNB. Dites bonjour les enfants. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qui peut me répondre? J'aime venir à l'école. Pourquoi? Quelles sont les matières qui t'intéressent? Quand c'est vous qui faites le cours. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans l'école, à part ça? Les fleurs, les arbres, les plantes. Dites-moi comment vous pouvez rendre cet endroit plus beau. On plante des fleurs. Vous aimez cueillir les fleurs? Non, madame. Quand vous serez grand, vous planterez des arbres et des plantes? Oui, on plantera. L'école interdit de cueillir des fleurs, mais elle encourage à planter des végétaux, notamment des fruits et légumes qui termineront dans l'assiette des petits écoliers. Chaque élève doit semer une plante et doit l'identifier. Ensuite, ils doivent l'observer. Les gens pourraient dire on vit en ville, nous n'avons pas de jardin, pas d'espace. Mais c'est un exemple pour les autres. Peu importe où on vit, s'il y a une place, il y a un moyen de le faire. Les élèves apprennent aussi à ne rien jeter. En bout de chaîne, tout ce qui est recyclable est collecté derrière l'école pour ensuite être revendu à des entreprises spécialisées. C'est comme ça qu'on essaye de faire passer le message dans les foyers, en demandant aux enfants de s'occuper de leurs propres déchets. Ça passe par une bouteille vide qu'ils trouvent sur le chemin de l'école. Ils la ramassent et ils viennent la déposer ici. Chaque enfant peut ramener les déchets de chez lui pour les déposer ici. Selon nos sources, ces déchets seraient recyclés en Inde. Mais l'argent collecté sert bien à acheter des fournitures scolaires et des filtres à eau pour l'école. Alors, vitrine du gouvernement ou vrai modèle inspirant? Une certitude, le Bhoutan est un des rares pays en voie de développement où l'école et les soins sont gratuits pour tous. Une spécificité permise grâce à l'argent des touristes fortunés qui peuvent s'offrir ce voyage. Les premiers d'entre eux n'ont pu rentrer au Bhoutan qu'à partir de 1974. Aujourd'hui, un peu moins de 300 000 étrangers sont autorisés à venir admirer chaque année la richesse du patrimoine culturel local. Parmi les sites incontournables, ce Bouddha assis qui trône sur les hauteurs de la capitale, 59 mètres de haut, et autour de lui, des dizaines de statues dorées à leur fin. Autre curiosité prisée des touristes, un petit village à 1 heure de Thimphu. À première vue banale, c'est pourtant un passage obligé pour qui visite le pays. Bienvenue à Shimilakang, spécialité locale, les phallus. Ici, les sexes d'hommes triomphants s'affichent sans complexe, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, comme objets décoratifs ou même comme jouets. À l'origine de ce business original, une légende. Un moine tibétain serait venu ici au XVe siècle et grâce à son sexe en érection, aurait chassé les démons du village. De quoi amuser les nombreux touristes venus sur le site.
C'est un excellent moyen d'éduquer nos enfants sur la fertilité et sur le sexe. Et sur ce qu'est le don de Dieu. Il n'y a pas que le tourisme culturel et folklorique que le Bhoutan veut développer. Durant notre voyage, souvent sur des routes de fortune, nos guides nous emmènent admirer l'incroyable nature du pays. Forêts luxuriantes à perte de vue, montagnes inhabitées et rivières vierges de toute pollution. L'État bhoutanais parie désormais sur le tourisme vert contrôlé. Nous sommes dans l'un des 10 parcs nationaux du pays, à la frontière avec l'Inde. Bravo, bravo. Au rapport. Où est le bateau? Envoyez-le. Le capitaine Situp est ranger au parc royal Manas. Avec Shakumar, son subalterne, ce sont les seuls Bhoutanais en uniforme que nous croiserons durant notre séjour. Le Bhoutan ne compte quasiment pas d'armée. Sa défense est assurée par l'Inde voisine. Les rangers ont pour rôle de protéger la faune et la flore locale. Une mission capitale. La Constitution impose au minimum 60% de territoire recouvert par la forêt. Un objectif que le Bhoutan a dépassé depuis plusieurs années déjà. Résultat, c'est aujourd'hui le seul pays qui produit plus d'oxygène que de dioxyde de carbone. Autrement dit, le pays le plus écolo de la planète. Dans cet environnement préservé, on trouve une faune incroyable de diversité. Des centaines d'espèces de papillons, de nombreux buffles d'eau, des chamois et même des espèces en danger comme des éléphants ou des varans. Aujourd'hui, les rangers sont à la recherche du tigre. Il faut regarder la direction du soleil. Leurs seules armes, des appareils photo pour recenser le nombre de félins présents sur la zone. Un peu plus bas. Le terrain est plat. Ok, c'est bon, c'est parfait. Je fais le tigre comme ça. Comme ça, on est sûr que le tigre apparaîtra bien en entier sur l'image. On relève les images souvent, tous les 4 jours. Mais si l'appareil est loin de notre camp, c'est très compliqué de récupérer les images, parce qu'on est en sous-effectif. Le Bhoutan reste un pays très pauvre. Malgré sa volonté de préserver le plus possible la nature, le budget qu'il consacre à sa protection est très insuffisant. Ils ne sont que 60 rangers sans grands moyens à surveiller ce parc 10 fois grand comme la ville de Paris. Là, sur la droite? Non, on va le mettre un peu plus loin. Les rangers sont mal équipés, mais ils ont des idées et l'expérience du terrain. C'est de la bouse d'éléphant. Les éléphants habitent cette zone. Ils sont très nombreux. Ils détruisent ces appareils photo. Ils n'aiment pas que nos appareils les photographient. Ils détestent vraiment ça. Grâce à 50 pièges photographiques comme celui-ci, quand les éléphants veulent bien les épargner, chaque semaine, les rangers relèvent des centaines de clichés d'animaux. On va regarder s'il y a des photos de tigres. Là, il y en a un. On a de la chance d'avoir une image de tigre. C'est une photo de nuit. Celle-là est belle. Nous avons une base de données avec tous les spécimens. Depuis 2011, chaque animal est identifié. Avec les rayures de chaque spécimen, on les compare aux nouvelles images. Grâce à ces photos, et aussi aux unités anti-braconnage côté indien, le nombre de tigres du parc a doublé en à peine 6 ans, passant de 10 à 22 individus. Une richesse de la faune que le Bhoutan aimerait à terme proposer aux touristes en ouvrant ses parcs nationaux. En attendant, le pays développe une offre touristique haut de gamme. Sur les hauteurs de Thimphu,
Un palace somptueux vient d'ouvrir à 1 200 € la nuit minimum. Une fortune dans un pays où le salaire moyen est inférieur à 7 € par jour. Terrasse panoramique, décoration et mobilier en bois précieux, suite ou villa de 70 à 300 mètres carrés et piscine intérieure chauffée. On est loin ici du tourisme de masse. Les nombreux employés de l'hôtel s'activent toute la journée. Pourtant, les clients se font encore très rares. Ce jour-là, seul un couple de riches Russes profite de cet endroit hyper sélect. Il nous a été expressément demandé de ne pas les déranger. À Thimphu, certains ont bien compris le profit qu'ils pouvaient tirer de cette manne touristique. Tu peux m'attacher les cheveux? Oui, chef. Grace n'a que 26 ans et c'est déjà une chef d'entreprise accomplie. C'est aussi une pionnière dans cette société très conservatrice. Malgré les obstacles rencontrés en tant que femme, elle a réussi à ouvrir son restaurant il y a 2 ans. Un restaurant où tout est bio, pour répondre à la demande d'une clientèle locale ou étrangère très sensible à la question. Aujourd'hui, les gens se soucient vraiment de leur santé. Si tu as une bonne santé, tu auras une vie heureuse. La vie de Grace n'a pas toujours été facile et son parcours détonne dans le pays. Mère célibataire de 2 enfants, elle a été mariée à un homme violent pendant des années. Même si c'est encore mal vu ici, elle a eu le courage de divorcer pour mieux rebondir. Désormais, elle affiche son histoire sur les murs de son restaurant. Ancienne guide touristique, il y a 3 ans, elle fait la rencontre d'un couple de riches Singapouriens qui la prend sous son aile. Il lui paye une formation de cuisinière à Singapour et lui permet de réaliser son rêve. À son retour au pays, elle ouvre son propre restaurant. C'est vraiment une chance de l'avoir rencontré. Il a changé ma vie, on peut le dire. Aujourd'hui, à 26 ans, c'est elle qui fait vivre toute sa famille. Les 2 serveuses de son restaurant sont ses propres sœurs. Tu peux me donner une assiette blanche? Une réussite dont elle est fière. Pour diriger un commerce, s'occuper des enfants, être chef de famille, c'est un exemple pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes générations. On peut leur montrer qu'on peut tout faire. Être un chef d'entreprise, une mère seule. Je suis revenue pour donner l'exemple à tout le monde. Un parcours exemplaire, mais très rare ici. Voilà pour vous 2. Voilà le riz. De quoi susciter l'admiration de ses clients. Nous avons des femmes qui dirigent différentes entreprises. Je pense que c'est bien pour le pays de soutenir et de promouvoir ce genre de petites entreprises. Pour alimenter son business, Grace fait principalement appel à sa propre mère. Elle habite à quelques kilomètres de la capitale, en pleine montagne. Chering, 60 ans, cultive du riz, des fruits, des légumes et vit dans cette petite maison traditionnelle à flanc de colline. Ici, le temps semble s'être arrêté au Moyen-Âge. Tout se fait encore à la main et grâce à la force animale. Cette corde se met comme ça. Oui, c'est ça. Attache-le bien. Régulièrement, Grace vient s'approvisionner ici. Pour elle, l'absence de machine n'est pas un problème, bien au contraire. On préfère les animaux, parce que les machines, ça rend les gens paresseux. Il faut bouger avec les animaux. Ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et une bonne dose de patience. Contrairement aux machines, les bœufs ont parfois leurs humeurs, surtout devant une caméra. Nado, tu peux pas faire comme je t'ai dit, avance tout droit. Oh merde, il n'écoute rien celui-là. Celui de gauche tire vraiment à droite. Maman, fais attention. Fais-lui faire demi-tour ici. C'est très difficile. Il faut savoir comment les diriger. Ils doivent vous écouter. Donc il faut avoir la technique pour les diriger.
Sans technique, c'est dangereux. Ils peuvent vous tuer. Une fois labourée, la terre est cultivée en terrasse. Des petites productions pour un travail exigeant. Grace et sa mère désherbent ces boutures de riz à la main, le prix de la qualité pour Grace. Tout est bio, puisqu'on n'utilise aucun pesticide, uniquement de la bouse de vache. C'est pour ça qu'on a beaucoup de vaches. Il y a 20 ans, le Bhoutan vivait encore en totale autarcie et il n'y avait ni télévision ni téléphone. À l'époque, le parcours de Grace aurait été impensable. De mon temps, on n'avait pas d'éducation, on devait travailler manuellement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, grâce à la générosité du roi, on a des véhicules partout, tout le monde est civilisé et développé. À mon époque, il n'y avait rien. Je suis fière de toi. Aujourd'hui, Grace est heureuse. Un bonheur qu'elle attribue en partie au roi. Le roi dit qu'il faut compter sur le bonheur, pas sur le profit. Je pense que c'est grâce à ça qu'on est heureux. Un mode de vie loin de celui de nos sociétés de consommation occidentales. Un système sans concurrence acharnée où vendeurs et acheteurs font toujours tous les deux une bonne affaire. Tu veux de l'aide? La vision du capitalisme à la sauce bhoutanaise. Je pense que tous les fast-food, McDonald's, KFC, ne sont ni bons ni sains. J'ai entendu que KFC faisait des injections au poulet pour qu'il soit plus gros. C'est pas bon, ça affecte notre santé. Au Bhoutan, 80% des paysans n'ont jamais connu les pesticides et leurs cultures sont bio, de fait. Une production suffisamment importante pour que le pays soit aujourd'hui presque autosuffisant en fruits et légumes. Pour autant, le niveau de vie de ces agriculteurs est très bas. Garde-en pour toi. Tshering ne touche pas de pension de retraite et l'essentiel de ses productions est destiné à sa consommation personnelle, à sa survie. Grâce aux achats de sa fille, elle améliore son maigre quotidien. Si je les achetais en ville, ça me coûterait plus cher. Elle met beaucoup d'énergie et d'amour. Elle me donne de l'amour avec ses légumes qui sont dans le panier. Moi, je lui donne de l'argent. C'est ce que je récolte en ville, de l'argent. Elle récolte des légumes au village. C'est donc un échange dans un système mère-fille. On fonctionne comme ça, car j'ai une responsabilité envers elle. Je dois prendre soin d'elle. C'est ça qu'on fait d'habitude. C'est ma maman. Merci. Je prends mes affaires et j'y vais. À bientôt. Allez, bon retour. Entraide, simplicité, attachement à la nature, la définition même du bonheur mise en avant par les autorités dans leur concept de BNB. Cette notion du bonheur, certains ici l'ont théorisée bien avant le gouvernement bhoutanais. Les moines. Atteindre le bonheur ultime, le nirvana, c'est ce que recherchent les quelques 100 000 moines du pays. Au Bhoutan, le monastère est une telle institution qu'un habitant sur 7 s'y retire au moins une fois dans sa vie, quelques mois ou quelques années. Un record et une situation unique au monde, puisque de nombreux monastères s'apparentent à des centres de désintoxication et de rééducation pour délinquants. Il est 4h30 du matin et déjà la journée commence au monastère de Lodrak Karchou, au nord-est du pays. Comme tous les matins, ce responsable du réveil s'assure que les moines ne traînent pas au lit. Allez, debout, vite! Une discipline toute militaire pour des pensionnaires au profil parfois étonnant. Il y a des gens qui nous ont rejoints, qui sont d'anciens drogués, alcooliques et des mauvaises personnes. Ils ont beaucoup changé maintenant. Ils souffrent beaucoup les 2 premiers mois à cause de leurs addictions et de leurs mauvaises habitudes.
Mais après, ils changent et deviennent des moines ordinaires. Il y en a même qui ont le corps couvert de tatouages et qui étaient des gangsters avant. C'est le cas de Singé, 28 ans. Entré ici il y a un peu plus d'1 an, le jeune homme a dû s'habituer au rythme imposé par le monastère. Du lundi au samedi, on se lève à 4h30. Il sonne la cloche. 5h moins le quart, on se lave. De 5 à 6, on doit étudier tout seul. Avant d'étudier la théologie, Singé préférait les filles, l'alcool, la drogue et les bagarres de rue. Celui-ci représente ma famille. Là, c'est moi. Et ici, les membres de ma famille. Là, j'en ai un autre. C'est Mahakala, une divinité au Bhoutan. Mahakala, une divinité censée le protéger des mauvais coups. Cette vie de délinquant, Singé l'a partagée pendant des années avec quelqu'un que nous connaissons bien. Novin, notre guide rocker. Ce matin, il lui rend visite pour évoquer leur passé. Comment tu vas? Je vais très bien. De leur vie d'avant, les deux jeunes hommes n'ont gardé que quelques photos. À l'époque, avec d'autres amis, Singé et Novin traînaient dans les rues de la capitale. C'est nous. Quelle année c'est? 2013? Je fumais le bong. Je fumais de l'herbe, souvent en utilisant un bong. Pour payer sa drogue et ses beuveries, Singé allait jusqu'à détrousser les habitants de son quartier. Vous vous battiez dans la rue aussi? Oui, parfois ça m'arrivait. Là, c'est ma collection. Quel genre de collection? Des épées. Maintenant que je suis devenu moine, c'est une nouvelle vie. J'étais dans l'erreur. J'ai fait de mauvaises choses. Maintenant, être moine, c'est une purification. Parce que j'avais pris le mauvais chemin. En un sens, c'est une bonne chose. Je regrette ce que j'ai fait et j'ai voulu changer. Du coup, je suis un nouvel homme. Novin, lui aussi, aurait pu mal tourner. Oui, si on avait continué comme ça, on aurait pu finir en prison. Ou tué. Sinon, il y avait le monastère. Le monastère pour devenir moine. Quand quelqu'un réalise... En fait, bon, c'est un cas très rare de quelqu'un qui a pris conscience et qui s'est engagé à devenir moine. Mais peu importe. C'est le passé, et grâce à cette période sombre, tu es ce que tu es aujourd'hui. Tu vis la vie d'un noble moine. Au Bhoutan, les monastères constituent une réelle alternative à la prison. Mais une alternative qui implique des sacrifices. Singé entame sa 2e année ici. Dans sa cellule, il passe l'essentiel de son temps sur les textes sacrés, jusqu'à 10 heures par jour. Une vie d'ascète, bien loin de son passé de délinquant, mais qui aujourd'hui semble le combler. Le bonheur, c'est d'avoir l'esprit en paix. Même si tu ne possèdes rien, tu peux être heureux. Parce que tout dépend de toi. Si tu es heureux à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. Ce bonheur, Singé et les autres moines vont le nourrir aujourd'hui avec la venue très attendue d'un haut dignitaire du bouddhisme. Namkhai Nimpo Rinpoche, le fondateur de ce monastère. D'habitude, le saint homme parcourt la planète pour dispenser son savoir. Sa parole et sa présence ici sont exceptionnelles. Ils attendent en espérant être bénis par le grand maître. C'est important pour vous? Bien sûr, c'est important. Il purifie notre corps, notre âme et nos péchés, puis nous bénit. C'est un moine important? Oui, il est de rang très élevé. Dans la hiérarchie des moines, c'est un des plus grands maîtres. Au Bhoutan? Pas seulement au Bhoutan, dans tout le bouddhisme. Il est la 7e réincarnation d'un ancien grand maître. Il a reçu l'illumination. Prière, bénédiction, mais aussi réflexion rythment la vie du monastère, parfois de manière très étonnante. Ici, toutes les semaines, Singé et les autres s'affrontent lors de joutes oratoires uniques. Est-ce que l'esprit est trompeur? Oui. Tu comprends sa nature?
Je comprends la nature de l'esprit, mais je sais qu'il est métaphysique. Les moines debout, plus expérimentés, lancent les débats. Objectif, convaincre les autres par des arguments solides. Quand un moine pense avoir trouvé un argument imparable, il frappe sa main droite avec sa main gauche d'un grand coup. Le sujet n'est souvent qu'un prétexte. Le plus important, c'est le débat en lui-même, le tout en s'amusant. Le cheval blanc, est-il vraiment blanc? Oui. Non, le cheval blanc n'est pas blanc. C'est un être vivant. Dans l'exemple du cheval blanc, est-ce qu'il est cheval ou est-ce qu'il est couleur blanche? Ils débattent de ce sujet. Ils veulent prouver que le cheval est blanc. Vous voyez, ou si blanc est le cheval. Autre moment de récréation pour les moines, la sortie hebdomadaire. Comme tous les dimanches, les pensionnaires du monastère sortent en ville. Mais pas question pour Singé et ses amis de succomber aux tentations de la rue. Avec l'argent qu'ils ont quêté la veille auprès des fidèles, les moines peuvent s'offrir un repas, toujours végétarien. Voici votre repas. Oui, c'est 3 déjeuners pour nous. Ça, c'est le riz. Je vous apporte le reste. On va se régaler. Vous mangez de la viande? Non, jamais. Dans chaque être vivant, il y a des parents. Et chaque être vivant a des parents. Donc, en un sens, on pourrait manger nos parents. Ce serait un grave péché. Le problème, c'est que dans cette vie, on ne sait plus qui ont été nos parents. Vous croyez vraiment à la réincarnation? Bien sûr, tout le monde est réincarné. Même vous. Vous pourriez être mon père ou ma mère. En quoi aimeriez-vous être réincarné dans votre prochaine vie? En moine, si possible. Au Bhoutan? Peu importe le pays, mais plutôt au Bhoutan. Et donc le monastère n'est pas une prison? Non, en fait, c'est le paradis. Nous, on dit Zangto Perli. Les gens sont tous des pêcheurs. C'est pour ça qu'ils voient le monastère comme une prison. Mais ça s'apparente plus au paradis. De retour au monastère, Singé accompagne Novin, notre guide. Les retrouvailles entre les deux ex-petits voyous sont terminées. Chacun va maintenant reprendre sa route. Tu viendras quand déjà pour tes vacances? Je pense l'hiver prochain. Ok, on se verra à ce moment-là. À bientôt. Aujourd'hui, Singé semble avoir trouvé le bonheur. Mais pour devenir un moine accompli, sa formation va durer encore 9 ans. Retour à Thimphu. Nous retrouvons Grace, la restauratrice. Elle habite un petit 3 pièces avec ses 2 enfants et ses 2 sœurs. Je ne trouve pas mes affaires. C'est pas là-dedans? Pourtant, tout devrait être là. Je vais vérifier à côté. Il y a aussi son frère. Sans emploi, il tatoue des connaissances pour se faire un peu d'argent. Ça fait mal? Pour le moment, je fais avec ce que j'ai. J'utilise la chaise de ma sœur, qui m'engueule. C'est pour ça que j'ai récupéré une bâche chez le voisin, pour protéger le sol. Après ton tatouage, tu peux surveiller les enfants? On va y aller. Après le travail, on est très fatigué. Mais une fois par mois, on sort avec les amis, on va passer un bon moment. C'est pas une grosse fête, c'est juste un endroit où on se détend en écoutant de la musique. Salut Boubou. À plus tard. Bonne soirée. Sois prudente. Allons-y maintenant. Allez, on y va. Ce soir, Grace emmène avec elle ses 2 sœurs. La chef d'entreprise et chef de famille fait partie des rares propriétaires de véhicules au Bhoutan. Une privilégiée. Allez les filles, ce soir, on va s'amuser. On est très contente de sortir ce soir. On a été stressés. Il y avait tellement de clients aujourd'hui. On est crevés.
Allons-nous remuer. Juste une bière, une chacune. Une bière, ça suffit. Je peux vous l'offrir. Boire de l'alcool, s'amuser entre filles, une évidence en Occident. Mais ici, le poids de la culture pèse encore très lourd. On ne peut pas vraiment se comparer aux Occidentaux. Quand on va avec un homme, c'est complètement différent. On doit toujours rester un peu réservé. Avec les copines, on peut parler, rire, faire tout ce qu'on veut. On peut même danser, on ne ressent aucune gêne. Dans notre pays, pour les relations physiques, le sexe et tout ça, c'est un peu étrange. Parce qu'on n'est pas forcément très ouvert à ça. Je vais me garer là-bas. Le Bhoutan ne compte qu'une poignée de bars où les jeunes peuvent se retrouver. Le favori de Grace, c'est le Thimphu Club, rendez-vous de la jeunesse aisée du pays. Ici, on s'échappe sur des rythmes pop-rap, loin du carcan culturel local. Dans mon pays, le Bhoutan, on préserve notre culture. Donc, il n'y a que dans les clubs que les gens peuvent venir pour s'amuser. Car il n'y a pas d'autre lieu comme ça. Après, on doit retourner à la vie normale, où on doit respecter la culture. Et respecter les codes traditionnels entre hommes et femmes. Dans cet espace de liberté, les hommes, et surtout les femmes, peuvent s'amuser sans craindre le jugement d'une société encore très conservatrice. Je pense que la plupart des gens ici sont divorcés, à mon avis. Quand ils viennent me parler, ils abordent ce genre de sujet. En leur parlant, je me rends compte qu'ils viennent chercher un peu de tranquillité et qu'ils veulent s'amuser. Ils veulent se détourner de ce qui est arrivé dans le passé. Ici, les gens peuvent venir, oublier les choses importantes, tout oublier et profiter du moment. Le moment que tout le monde attend ici, le clou de la soirée, c'est Dichen Selden, danseur et performance star au Bhoutan. Le seul transgenre du pays. Grace est sa première fan. Entre deux numéros de danse, elle et ses sœurs rejoignent Dilchen aux toilettes. On est des vieilles amies. Oui. Dilchen a soutenu Grace quand elle subissait les coups de son ex-mari. Deux parcours différents, mais un même combat contre les préjugés. Elle est belle et elle encourage vraiment la jeune génération. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes dans leur vie. Leurs parents n'acceptent pas, leurs amis non plus, qu'ils soient dans le mauvais corps. Elle encourage tout le monde à être soi-même. Je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Évidemment, c'est difficile, car partout, vous devez faire face à la discrimination et à la honte. C'est comme ça. On ne peut pas dire que c'est la faute des gens. C'est parce que, comme elle a dit, on vit dans une société peu ouverte. Donc il y a un manque d'information, un manque de savoir. La société et les lois bhoutanaises changent malgré tout. En juin dernier, le gouvernement a mis fin à la criminalisation de l'homosexualité. Restent des interdits parfois étonnants. Même si dans ce club les jeunes fument et boivent de l'alcool, dans l'espace public, c'est une autre histoire. Pour lutter contre l'alcoolisme important dans le pays, il y a 20 ans, le gouvernement a interdit par décret la vente d'alcool une fois par semaine. Les Bhoutanais ont rapidement donné un nom à cette journée tout en sobriété, le jour sec. Bonjour, je peux avoir une bière? Non. Pourquoi? Pas de vente d'alcool aujourd'hui.
Et pas question d'enfreindre la loi. Bonjour. Une bière, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le jour sec. Ce jour sans alcool a été fixé par les autorités le mardi, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Où est-ce que je peux acheter de la bière? Aujourd'hui, c'est mardi, non? C'est le jour sec. Ah, mais c'est quoi le jour sec? L'alcool est interdit. Dans tout le pays? Oui. Mais pourquoi? C'est comme ça, c'est la loi. Autre interdiction, fumer dans l'espace public. En 2004, le Bhoutan a été le premier pays au monde à légiférer sur la question. Dans la rue, aucun fumeur. Pourtant, même si le gouvernement a interdit également la vente de cigarettes dans tout le pays, nombreux sont les petits commerçants à prendre le risque d'en proposer sous le manteau. Si vous vous faites attraper par la police, qu'est-ce qui se passe? On doit payer une amende. Ils nous retirent notre licence en plus. Donc vous fermez la boutique? Oui. C'est dangereux alors? Oui, c'est très dangereux et risqué. Et beaucoup de gens le font au Bhoutan? Oui. Une certaine hypocrisie qui trouve son paroxysme dans les interdits alimentaires. C'est particulièrement flagrant au grand marché de Thimphu. Ici, 3 fois par semaine, les petits producteurs des alentours vendent leurs épices, leurs fruits et leurs légumes. Bio, bien entendu. On peut aussi y acheter de la viande. Beaucoup de viande. Pourtant, officiellement, il est strictement interdit de tuer des animaux au Bhoutan. D'où vient la viande? La viande vient d'Inde. C'est autorisé de tuer au Bhoutan? Non, c'est interdit. Les animaux sont tués en Inde. Si le grand voisin du Sud fournit la viande, il approvisionne aussi le pays en essence et en main-d'œuvre bon marché. Dans la capitale en expansion, la majeure partie des nouvelles constructions est réalisée par des travailleurs indiens. Ici, tout ou presque est fait à la main et les notions de sécurité sont toutes relatives. Mais les chantiers les plus pénibles ne se trouvent pas en ville. À près de 3000 mètres d'altitude, un projet colossal n'en finit pas de rogner la montagne. Dans ce pays très montagneux, impossible de construire des voies de chemin de fer. Depuis 1961, des milliers d'ouvriers indiens viennent chaque année travailler sur cette route qui traverse le pays d'est en ouest. Malgré l'ampleur de la tâche et ses dangers, ici pas de vêtements de protection, encore moins de casques. Les ouvriers travaillent avec le peu que l'entreprise leur fournit. Arjun a 18 ans, c'est la première fois qu'il vient sur le chantier. Vous n'avez pas d'autres chaussures? Non, je n'ai pas d'autres chaussures pour travailler. La compagnie nous en fournit, mais les miennes sont foutues. Avec ce travail, elles ne résistent pas longtemps. Vapeur de goudron nocive, air d'altitude raréfié, absence de protection et d'assurance en cas d'accident. Pourtant, les candidats ne manquent pas. On est pauvres. Si on ne travaille pas, on meurt de faim. C'est pour ça qu'on vient ici, pour travailler et gagner de l'argent. Sinon, comment on ferait pour manger? 10 heures par jour, 6 jours sur 7, les ouvriers vont travailler ici 3 mois d'affilée. Nous avons pu filmer une journée type sur le chantier. Tous les matins dans leur campement de fortune, les ouvriers se lèvent à 7 heures. Tonton! Oh tonton, réveille-toi! Tu vas te réveiller, oui? C'est l'heure de se lever. C'est notre maison. On dort ici à 25. Ça nous pose pas de problème de dormir ici, comme ça. Maintenant, on doit aller se laver, se préparer. Il faut qu'on aille travailler. Les ouvriers ont dormi tout habillés. En haute montagne, sans chauffage, la température du campement descend régulièrement en dessous de 0 degré. Difficulté supplémentaire pour Arjun, lui, comme tous les autres, habite le restant de l'année en plaine. On n'a jamais vu un endroit comme ça avant. Il y a des montagnes partout, des précipices et des falaises.
C'est un environnement de travail très dangereux. Il fait froid, il neige, même la pluie est glaciale. On travaille ici depuis 2 mois. Il nous reste 10 jours à faire. Après, on rentre dans nos villages. Parmi les ouvriers, certains comptent les jours plus que d'autres. Simbad a 28 ans. C'est la 3e année qu'il vient sur le chantier. Il est en charge des bidons de goudron. Cette partie du travail est très dangereuse. On doit le faire fondre et pour ça, on doit le chauffer. Éloignez-vous. Quand on est près de la cuve, il faut être vigilant tout le temps. Si on tombe dedans, on meurt. Malgré les risques, pas question pour Simbad d'arrêter. Ce travail lui permet de faire vivre sa femme et ses 2 enfants pendant 6 mois. Tant qu'il me reste de la force et des muscles, je continuerai ce travail. Le bonheur national au prix de la sueur indienne. Un bonheur qui a aussi un coût écologique, mais pas pour le Bhoutan. Ces bidons retournent en Inde. C'est très mauvais pour l'environnement. Donc on doit les compter, les ramasser et les renvoyer en Inde. Le bonheur national brut, un concept définitivement à géométrie variable. Un pilier de la société que l'État bhoutanais continue malgré tout de promouvoir à l'international, comme avec la construction de ce centre de conférence spécialement dédié au bonheur. À l'heure de l'ouverture du pays au monde, entre propagande et avancées économiques, sociales et environnementales, le Bhoutan va devoir faire son choix.